the blue planet. Earth. Earth is dying. We were sent by the Global Committee on a last chance mission. Find new energy sources in the stars. Dans ce nouvel épisode, en fait, on a essayé de travailler un peu plus le world building, donc ce qui se passe en dehors du jeu. On a écrit beaucoup de choses sur le contexte terrien, ce qui se passe sur la Terre et ce qui amène cet équipage à traverser la galaxie pour se cracher sur cette planète. Pour le projet, je voulais absolument pas de la hard SF. L'idée, c'était justement de pouvoir s'affranchir un petit peu de la réalité pour pouvoir coller les éléments qu'on voulait au game design. Moi, j'ai plutôt une vision un peu romantique de la science-fiction. On est plutôt dans le Star Wars ou dans le Star Trek, quoi. On utilise ce qu'on peut utiliser de fantaisiste, mais on essaye de raccrocher les wagons à une certaine réalité, parce que bon, ça, c'est dans notre ADN, on peut rien y faire. Déjà, on conserve tous les pans de jeu qui faisaient ce que Dead in Vinland était Dead in Vinland, la gestion des besoins et des compétences des personnages, la priorisation des tâches dans le camp, l'exploration, les dialogues, le combat. Contrairement au setting un peu historique dans le passé, qui apporte son lot de contraintes en termes de survie, parce qu'on n'a pas accès à beaucoup de technologies, etc. Le setting futuriste nous permet pas mal de choses nouvelles et intéressantes. Et surtout, le fait de placer l'histoire dans un monde inconnu. On s'éloigne de la science pure, mais on entre dans la fiction et dans le merveilleux. Donc on peut vraiment incorporer des éléments, des thèmes et des environnements qui vont venir renforcer notre game design. On se met moins de contraintes en game design parce qu'on a ce loisir de s'écarter un peu de la réalité par moment, et donc ça, c'est intéressant. Le fait qu'on ait un contexte assez inédit dans la série qui est la SF, ça faisait beaucoup moins sens que dans les précédents Dead in Vinland, dans Dead in Bermuda, d'avoir le confort du camp centré autour du feu. On a converti ça en énergie, ce qui faisait sens. On a une quantité d'énergie quotidienne qui est réinitialisée toutes les nuits. Utiliser certaines stations, faire certaines activités, ça va nous coûter de l'énergie. Si on a besoin vraiment d'un petit coup de pouce, on peut générer un petit surplus d'énergie, mais qui ne sera pas conservé du jour au lendemain. Pour Dead in, j'ai pas voulu m'enfermer spécifiquement dans des œuvres que je connaissais déjà, parce qu'on crée un nouveau monde. J'avais peur de me retrouver très enfermée par mes références. Je me suis plutôt tournée vers la science que j'affectionne tout particulièrement. Je me suis souvenue de toutes les singularités que j'ai pu voir dans les documentaires dans mon enfance, etc. Après, au niveau des références que j'ai transmises à l'équipe, il y avait Anton Fadiev qui m'a énormément aidé au niveau de la composition de ces décors, qui n'était pas mon fort non plus à la base. Son travail sur les échelles, le dynamisme de ces décors, notamment sur le jeu dueliste. Ensuite, il y avait Yu Yiming, qui est un concept artiste de renom. C'est des décors très contemplatifs avec énormément de mouvements. Et je voulais qu'on trouve cette vie-là dans Tareth. C'est Florian Coudray, notamment son travail sur Haven, en tout début de concept art sur le projet. Il explorait des univers un peu extraterrestres, mais qui aient l'air très naturels et peu délabrés, plein de vie et très ronds et doux. Après, au niveau des références dans lesquelles j'ai pu baigner, je voulais me rapprocher plus de science-fiction qui ait l'air organique. La composition dans Dead in Antares, elle est un petit peu particulière parce que, un peu à l'instar de ce qu'on avait fait sur The Last Spell, drôle. Un peu comme ce qu'on avait fait sur The Last Spell, le but ici était un peu d'aller à contre-pied de ce qui se fait habituellement en science-fiction d'un point de vue purement musical. On s'est éloigné un petit peu du cliché gros synthétiseur ou orchestral pour aller plutôt chercher des sonorités post-rock. On a travaillé autour d'instruments comme la guitare, de plein de manières différentes, avec beaucoup de traitements, avec un gros travail aussi sur la voix. On a des parties chantées, mais on a aussi beaucoup de parties qui sont simplement sous forme de chorus et qui viennent se mêler un petit peu aux ambiantes, aux pads. J'ai puisé beaucoup plus mes inspirations dans des jeux plus oniriques comme Gris, Abzu, Journey, que des jeux beaucoup plus SF qui sont peut-être trop dans la hard science avec des traits très rectilignes, des terres aliens un peu plus mornes, etc. Je dirais pas qu'il y a de manière générale des sons qui sont... en tout cas une approche qui est très stéréotypée par rapport à la science-fiction. Au contraire, je pense que chaque jeu essaie de déployer un peu son univers. Le nôtre, il est très englobant. Il est là pour faire en sorte que le joueur reste longtemps devant l'écran sans être bored, sans être trop oppressé par le son. Donc les sonorités, elles sont ambiantes, elles sont génératives. On a fait en sorte que les écosystèmes soient vraiment très organiques. Le son, en tout cas, dans la façon dont on l'a fait nous, se veut doux et enveloppant, alors teinté de mélancolie parce qu'on est quand même dans un jeu qui est assez difficile, qui est un jeu de survie. Le but, c'était absolument pas de brusquer le joueur, au contraire, de plutôt l'accompagner dans sa game, quoi.
On commençait à plus voir en fait ce projet. Ça faisait 7 ans aussi qu'on bossait sur les Dead-In. Il nous fallait un break, clairement. Mais retourner dessus 7 ans après, on retrouve des marques qui sont familières et sur lesquelles on va beaucoup plus vite en termes de production. Donc ça, c'est super intéressant. Et aussi, on revoit les défauts qu'on avait vus à l'époque, qu'on n'avait pas pu corriger par manque de moyens, etc. Dans Dead in Vinland, le confort nocturne, le confort du sommeil, il est très lié à la température, à la météo actuelle. Dans Dead in Antares, ce qu'on a souhaité faire, c'est une petite couche supplémentaire entre les deux. Donc on a la météo qui affecte la température interne de l'abri, mais pour autant, il ne suffit pas d'un jour de grand froid pour que l'abri se transforme en frigo. Il y a une petite persistance du jour au lendemain. Le joueur peut aussi agir sur le thermostat pour atténuer les effets de cette température externe. On s'est nourri un peu de notre expérience sur les 2 précédents pour construire une nouvelle façon de faire la narration. C'était plein de petites séquences un peu random qui se juxtaposaient. Dans celui-ci, on voulait avoir une vraie histoire, vraiment arriver à suivre les premiers pas de cette équipe sur cette nouvelle planète, la découverte de ce nouveau monde, avec toujours un petit peu de random et de relations qui évoluent au fil du temps, mais globalement une narration un peu plus sérieuse, positive. Voilà, c'était un peu l'idée centrale du jeu, quoi. Quelque chose qui a failli être intégré dans le jeu et qui n'est peut-être pas une bonne idée. Ce que j'ai en tête, c'est plutôt quelque chose qui sera intégré dans le jeu et qui a failli ne pas être une bonne idée. On a voulu afficher aux joueurs le plus clairement possible ce qui va se passer, les valeurs, les choses qui vont se déclencher, etc. en fonction du contexte. On s'est rendu compte un peu après que ça marchait très bien pour l'exploration, pour les points d'intérêt, mais pour tout ce qui était dialogue, la narration, etc., dans lesquels on veut un peu plus forcément de subtilité, d'imprévu, etc., et dont les contextes sont très différents du côté gameplay, ça a clashé un petit peu au niveau de ce qui était possible. Donc voilà, on a dû pas mal plancher sur ça pour rectifier ces problèmes. On est un jeu à interface, on est un jeu sur lequel on passe beaucoup de temps à explorer des menus, à certes parfois à faire du combat, mais à faire beaucoup de gestion. Du coup, la science-fiction de mon côté, je l'ai bien plus joué sur justement les sons d'interface. La partie émotion, elle s'est faite sur la musique, la partie immersion, elle s'est faite sur l'ambiance, enfin, en tout cas sur les animaux créés, parce qu'on est sur une planète dans laquelle il y a un écosystème qui est très vivant. Et du coup, la partie plus sci-fi, en tout cas cliché tel qu'on pourrait se l'imaginer, elle se fait beaucoup plus au niveau des interfaces. Je sais pas si c'est le contexte actuel du monde et les années Covid qui sont passées par là, mais c'est clair que sur ce jeu-là, j'avais envie d'une atmosphère un peu plus bienveillante. On joue vraiment une équipe d'experts dans leur domaine qui vont devoir collaborer pour essayer de survivre le plus longtemps possible et de résoudre les mystères de cette planète. C'est vraiment un paradigme un peu différent et je pense que ça a été beaucoup inspiré par l'actualité récente. Et on a envie d'un peu plus de positivité et de héros qui sont vraiment des héros. Le casting des habitants d'Antares était vraiment chouette à travailler parce qu'il fallait imaginer une nouvelle forme de vie qui est une vulnérabilité et quelque chose de solide parce qu'ils sont faits de métal. Je voulais que par leur aspect, ils arrivent à véhiculer leur caractère et éventuellement de la dangerosité par rapport à l'humain. Les personnages terriens sont en fait les aliens qui débarquent sur Antares et je voulais vraiment qu'ils soient très différents de la planète. Donc eux, ils vont justement avoir ces couleurs plus brunes, vertes, qui sont complètement étrangères à la planète. Depuis des années, je construisais un Pinterest avec des photographies de personnes que je trouvais très intéressantes au niveau de la construction de leur visage. Des mâchoires un peu carrées, des nez busqués, des sourcils très marqués et très expressifs, ou des gens qui sont un peu plus androgynes, des coiffures presque dessinées. Et c'est vraiment ce qui m'inspirait à ce niveau-là. Après, j'ai pas eu de personnes ou de personnages de référence pour le casting, à part seulement Amelia, qui est très inspirée du sergent Calhoun dans les mondes de Ralph. Dans Dead in Antares, on a un système d'expression sur les visages des personnages qui est bien plus poussé que dans les précédents. On a une vingtaine d'expressions différentes par personnage, juste en changeant les sourcils, en changeant les bouches, les yeux, etc. Et on s'est beaucoup amusé avec ce système. Assez régulièrement, on sort des petits mèmes internes à la boîte avec des expressions de personnages, et bon, ça nous fait beaucoup rire. Je pense que j'ai le plus préféré imaginer la planète en elle-même. Est-ce que je sentirais un vent très fort contre moi? Est-ce qu'il y a des particules de sable qui vont fouetter mon visage, qui vont me blesser? Est-ce que la chaleur est écrasante? Est-ce qu'à l'inverse, je peux entendre l'eau derrière moi, des oiseaux, des plantes, du bruissement des feuilles? M'imaginer vraiment dans la scène et rajouter tous les petits détails qui pouvaient rendre l'univers vivant ou plus mort et plus hostile. On a des biomes qui sont radicalement différents, même s'il y a des créatures qu'on rencontre pas, en fait il y a des créatures que j'ai sonorisées. La partie la plus fun a été de les sonoriser beaucoup à la voix,
ou en tout cas de reproduire des sons d'animaux que j'avais entendus soit dans des documentaires, soit dans des banques, de les reproduire avec ma propre bouche, et c'est un truc qui est assez fun à faire et qui finalement marche assez bien. Je voulais vraiment travailler Antares par opposition à la Terre. Dans le jeu, la Terre est malade, elle est souffrante, donc quand on la quitte, dans la scène d'intro, on voit qu'elle a des teintes jaunes, vertes, brunes. On ne retrouve plus vraiment la vibrance de la Terre qu'on connaît. Je voulais à l'inverse retrouver ces teintes-là sur Antares en excluant un vrai vert, les bruns et ce jaune un peu malade qu'on avait sur Terre. Donc on a des teintes beaucoup plus chaleureuses. Je voulais vraiment dépayser le joueur par rapport à ça. Quand on fait des sessions de playtest, on découvre souvent le travail des autres et c'est ça qui nous donne beaucoup de plaisir pendant le développement. Et moi, vu que j'ai un peu plus de recul sur le game design, je suis moins dans le micro. C'est vrai que du coup, j'arrive à prendre du plaisir à jouer à nos propres jeux. Enfin, d'ailleurs, c'est aussi un des bons indicateurs. Si j'arrive à prendre du plaisir quelques semaines avant la sortie du jeu sur notre propre jeu, je me dis qu'il y a peut-être d'autres gens qui seront comme moi et qui prendront du plaisir. Mon personnage préféré dans Dany Antares, c'est Liu, parce que c'est l'ingénieur du groupe, c'est celui qui va être très capable dès le début, plutôt posé, réfléchi, et puis vraiment aller dans le sens de l'amélioration des choses, pas trop s'apitoyer sur le passé, mais voilà, vraiment aller vers l'avant. Mon personnage préféré dans Dany Antares, c'est la planète en elle-même. Je pense que c'est un personnage à part entière, et du fait d'avoir passé autant de temps, en tout cas pour le moment, sur la création des ambiances, je me suis vraiment attaché à cette planète dans laquelle finalement l'équipage se perd, mais moi je m'y retrouve. Je pense que ce sera Omar. Je trouve que c'est quelqu'un de très nécessaire dans une mission qui est aussi compliquée qu'un crash sur une planète qu'on ne connaît pas. C'est quelqu'un qui va aider à arrondir les angles, que ce soit au sein de l'équipage, mais aussi avec toutes les autres entités qu'on va réussir à rencontrer. Bon, mon personnage préféré d'Antares, je pense que c'est Amelia, donc l'héroïne principale. Voilà, badass, mais un peu en pleine crise existentielle. Donc, voilà. Ce que j'aimerais que les joueurs ressentent en découvrant Antares ou en le parcourant au bout de quelques heures, c'est plus de l'émerveillement. La planète est très hostile, mais construite sur un environnement gazeux, aquatique, et je voulais qu'ils se sentent bercés par tous ces mouvements et cette douceur. La même envie, le même accrochage au jeu que dans les précédents. Le petit symptôme du encore un petit tour et puis j'arrête, mais en lissant un petit peu justement les frustrations, l'omniprésence de l'aléatoire qu'il y avait. Voilà, c'est bien un peu d'aléatoire, c'est bien un peu d'imprévu. Faut pas que ce soit surtout une des causes principales de l'échec. En jouant à Dany Antares, j'aimerais que les joueurs ressentent la planète en fait. Le gros enjeu de mon côté, c'était de faire une musique qui soit émotionnellement impactante, mais surtout de créer de l'immersion et de sentir la planète en fait. Et si c'est le cas et si les gens oublient que c'est de la science-fiction et qu'ils sont juste immergés en fait dans l'histoire, sans sortir comme on dit, en restant vraiment enveloppé, je pense que j'aurais réussi mon boulot. J'ai pas compris ta question. La première personne qui décéderait. Qui décéderait? Forcément quelqu'un du studio, je suppose. Ah oui. Ouais, sinon c'est pas marrant. Quelqu'un de l'équipe. Si on était tous dans Dead, je pense que la première personne qui devrait mourir... Je pense que je saurais m'adapter à l'environnement et d'avoir un aspect beaucoup plus technique. Je sais aussi que je suis très curieuse et que je résisterai pas à m'approcher peut-être un peu trop près de quelque chose que je trouverais intéressant ou joli. Je pense que c'est ça qui pourrait me tuer, quoi. Elle est horrible cette question. Le premier à claquer, je suis sûr que ce serait Bruno, ça c'est sûr. Ce serait peut-être moi, que même si je suis assez compétent, peut-être que la plupart des gens en auraient un peu marre de me supporter au quotidien. C'est possible que ce soit un accident volontaire. J'ai pas de justification. Il est vraiment pas fait pour l'extérieur. Ce serait le producteur, évidemment, c'est toujours la faute du producteur. Dead in Antares.